Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Le destin a fait de vous l'une des héritières d'un patrimoine universel. Les chansons d'Édith Piaf continuent à toucher les cœurs, et en particulier le vôtre et celui de votre sœur. Bonjour Catherine Glavas. Bonjour Jacques Pessis. Je crois que c'est votre première émission de radio. Ah, c'est la première fois, oui, Bon. tout à fait. Et un baptême à l'occasion d'un jour exceptionnel. Il y a exactement 60 ans, Édith Piaf nous quittait, à 47 ans et demi seulement. Et il se trouve que vous êtes l'une des sœurs de Théo Sarapo. Donc vous avez connu Édith Piaf. Tout à fait. J'étais très jeune, j'avais 15 ans à l'époque. J'ai eu ce bonheur et cet honneur de connaître Édith et de partager beaucoup de moments auprès d'elle. Ça a été vraiment des moments inoubliables. Alors, vous avez une sœur Christy qui vit aux États-Unis. Vous êtes en France, donc ça tombe bien pour vous avoir au micro de Sud Radio. On va évoquer Édith Piaf à l'occasion de la sortie d'un album, Piaf Symphonique, qui est un événement puisque des chansons d'Édith Piaf, on a repris la voix, on a refait des arrangements pour toucher les jeunes d'aujourd'hui avec un orchestre symphonique à Londres, 12 chansons. Et ces 12 chansons vont illustrer notre propos, c'est-à-dire la vie d'Édith Piaf à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 19 décembre 1915, qui est sa naissance. Alors, il y a un mystère sur sa naissance, parce qu'il y a une plaque boulevard de Belleville disant qu'elle est née sur le trottoir. Vous y croyez, vous ? Peut-être. On n'a pas de confirmation. Certaines personnes disent qu'elle est née à l'hôpital Tenon, d'autres disent qu'elle est née sur le trottoir. Alors là, je peux pas, je sais pas. Il y a plusieurs avis. Il semble aujourd'hui que dans les archives de l'hôpital Tenon, on trouve la naissance de Édith Giovanna Gassion le 19 décembre 1915 à 10h30. Donc le reste soit une affabulation, parce qu'elle avait l'habitude des affabulations, Édith Piaf. Je sais pas, je peux pas vraiment vous... Alors, son père s'appelle Louis-Alphonse Gassion. Il est acrobate des rues. C'est-à-dire qu'il marche sur les mains et ramasse avec les dents les pièces de monnaie qu'on lui jette. C'était un homme très particulier. Oui, écoutez, moi je ne connais pas vraiment, je n'ai jamais connu cet homme, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a eu une enfance très difficile, qu'elle a eu un père qui n'était pas très stable auprès d'elle, une maman qui l'a abandonnée, des grands-mères qui n'ont pas été non plus très très importantes dans sa vie, tout du moins qui l'ont beaucoup dans un milieu qui n'était pas tout à fait agréable pour une petite fille. Donc je trouve qu'Édith n'a pas eu beaucoup de chance dans son enfance. Alors effectivement, son père marchait la tête à l'envers, mais il marchait surtout au gros rouge, d'après ce que disait Édith elle-même. Sa mère s'appelait Aneta Maillard. Elle a fait carrière sous le nom de Lynn Marsat dans le music hall. En fait, elle a fait une fois l'Olympia, mais à ses débuts en 1913. Et après, elle est morte dans la misère parce qu'elle est tombée dans la drogue, dans l'alcool. Elle a fini en prison. Elle a eu une enfance très difficile, Édith, très difficile. Mais ce qu'on sait moins, je ne sais pas si vous le savez, Catherine Glavas, que je me suis un petit peu renseigné, c'est qu'en fait, Édith n'a vu sa mère qu'une fois dans sa vie dans un café, et elle l'a soi-disant jamais revue. Mais on sait aujourd'hui, par des courriers qu'on a trouvés, qu'en fait, pendant la guerre, elle a envoyé de l'argent à sa mère en prison pour tenter de l'aider. Peut-être. Voilà. Je ne suis pas au courant. Alors, elle connaît une vie très difficile. Je crois qu'elle a commencé à chanter à 8 ans sur des tonneaux avec son père. Elle chantait déjà. Certainement. De toute façon, elle avait une voix admirable depuis très jeune. Et surtout, son père avait beaucoup de femmes dans sa vie. Je ne sais pas si elle vous en a parlé un jour. Non, elle m'a pas beaucoup parlé de son enfance. La seule chose qu'elle a su me dire, c'est qu'elle était tellement heureuse de nous avoir rencontrés, toute sa vie, elle avait rêvé d'avoir une famille comme la nôtre. Oui. Et donc, elle était beaucoup dans le présent, pas beaucoup dans le passé. Oui. Et ce passé, il faut savoir que tous les soirs, il y avait une Madame Gassion différente, une maman de substitution, qu'elle dormait sur le matelas dans les chambres d'hôtel. Et la légende prétend, mais encore une fois, c'est la légende, que son père aurait eu 19 enfants naturels. Mon Dieu, je sais pas. Alors, dès le début, Piaf avait une voix extraordinaire. Depuis toute jeune, elle est née avec ça. C'est un don qu'elle a eu depuis sa naissance, je pense. Et quand elle avait ce don, elle l'a cultivé non sans difficulté au début, puisqu'elle dormait dans les cafés sur des banquettes. Elle avait un peu de café moyennant quelques chansons, et c'est comme ça qu'elle a découvert Paris. Elle a chanté dans les rues. Elle a découvert Paris de cette manière. Elle avait tellement une si belle voix. Et ensuite, c'est Louis Leplay qui l'a remarqué et qui l'a aidé à avancer. Et c'est comme ça qu'elle est allée chanter au Djernis. On va en parler justement plus tard. Mais si vous voulez, ce côté parisien, il figure dans l'album avec une chanson de Jean Dréjac qui est devenue un succès et qu'elle a mis à son répertoire dans sa version d'aujourd'hui. Voici Sous le ciel de Paris.
le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois pour un drame, oui mais à Paname, tout peut s'arranger. On sent vraiment qu'elle vit sa chanson, Catherine Glavas. Tout à fait, elle adorait Paris et puis elle chantait Paris avec tellement d'amour, avec une présence si importante que vraiment... il n'y a pas seulement que Sous le ciel de Paris, il y a d'autres chansons où elle est extraordinaire. Mais c'est celle qui est dans l'album, mais il y en a une autre, on va l'écouter. Alors il se trouve aussi que vous parliez de sa grand-mère, elle s'appelait Madame Léontine, elle tenait une maison close à Bernay, en Normandie, et Edith s'est retrouvée là-bas très jeune. Oui, parce qu'elle était d'abord avec sa grand-mère maternelle. Là-bas, c'était pas terrible. Donc, son père l'a mise avec sa grand-mère paternelle qui tenait exactement une maison close. Et paraît-il que les jeunes femmes qui étaient là-bas étaient très gentilles avec elle. Mais ensuite, elle n'est plus restée. Elle a eu un souci de santé à l'âge de 9 ans. Ils l'ont amenée à Lisieux parce qu'elle avait eu un problème aux yeux. Elle avait perdu la vue. Et les prostituées l'ont emmenée à Sainte-Thérèse. Il y a eu ce miracle où Edith, d'ailleurs, avait la foi, croyait beaucoup en Sainte-Thérèse, avait retrouvé la vue. Et ensuite, Edith, je crois qu'elle a voulu être indépendante, a commencé à chanter et trouver sa voie parce qu'elle avait une très forte personnalité. Et elle avait vraiment envie d'avancer dans la vie. Et je crois que sa voix l'a énormément, l'a sauvée. Et sa voix plus sa force ont fait d'elle ce qu'elle est devenue par la suite. Oui, alors en fait, quand elle est devenue aveugle, en fait, c'est une maladie des yeux assez courante qu'on a soignée avec des médicaments à l'époque, pendant 6 mois. Elle a dit que, soi-disant, Sainte-Thérèse avait sauvé sa vue. Elle y croyait. Oui, elle y croyait, mais en fait, c'était vraiment une maladie classique à l'époque, dont elle a souffert. Et il se trouve qu'à Bernay, cette maison close, il y a eu un jeune client qui a été, il faut dire le mot, dépucelé là-bas, c'est Gaston Lenôtre. Il m'a un jour raconté ça. Ah bon? Chez Madame Léontine à Bernay, car il habitait à côté. Alors, il se trouve que elle croyait en Sainte-Thérèse. Elle aimait beaucoup les églises, Edith Piaf. Ah oui, mais elle croyait beaucoup en Sainte-Thérèse, de toute façon. Les églises, oui, bien sûr. Mais Sainte-Thérèse, je sais aussi que de temps en temps, elle demandait à son chauffeur de l'emmener en Normandie pour aller prier Sainte-Thérèse. Oui, à Lisieux. À Lisieux. Mmh. Et ça, elle vous en parlait de Sainte-Thérèse? Non, elle ne m'en parlait pas beaucoup. Mais vous savez, je parlais avec Edith de beaucoup de choses, mais j'avais quand même 15 ans. Donc, on parlait plus du présent, plus de sa vie qu'elle avait auprès de ma famille, auprès de mon frère, parce elle était très heureuse. Et donc, elle me parlait pas beaucoup de son passé. Mais en même temps, on sentait qu'il y avait ce côté important de Sainte-Thérèse. Ah, tout à fait. Elle croyait beaucoup en Sainte-Thérèse, elle avait la foi. Elle priait beaucoup, elle avait la foi, et pour elle, c'était très important. Elle faisait d'ailleurs le signe de croix toujours avant d'entrer en scène. Oui, tout à fait. C'était une obligation pour elle. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a une autre église qu'elle a chantée, c'est Notre-Dame de Paris. Oui, mais autour de Notre-Dame, il y a des voyages à bon marché, et ces petits coins où le bonheur empêche les maisons de pousser. On l'appelle marché aux fleurs, Henri IV. Elle chante un Paris qui existe à peine aujourd'hui. Elle est très peu connue, cette chanson Notre-Dame. Je ne la connaissais pas. Eh ben, voyez, c'est une chanson. Il y a des chansons méconnues de Piaf, et celle-là fait partie des oubliées. Écoutez, je ne la connaissais pas, mais elle est très belle. Je l'ai écoutée pour la première fois il y a quelques jours, et vraiment, elle est très belle également. Alors, son premier orchestre, et je vais vous l'apprendre parce que je crois que vous ne savez pas, elle a rencontré un Raymond, qui était un joueur de banjo, qui était son premier amant. Il avait une amie, Rosalie, qui chantait, et Edith, Raymond et Rosalie ont fait un trio, Zizi, Sosette et Zouzou, en chantant dans les rues. Vous savez beaucoup plus de choses que moi. Hein. Mais ce trio, il n'y a plus aucune trace, mais vous imaginez Piaf chantant dans la rue avec un musicien de banjo à ses débuts? Peut-être. Vous savez, à l'époque, elle avait peut-être cette opportunité de chanter. De toute façon, pour elle, de chanter, c'était magnifique, que ce soit dans la rue, soit dans n'importe quel quartier. Elle a débuté comme ça, et pour elle, ça a été vraiment une ouverture dans ce qu'elle souhaitait. Voilà. Mais le public reprenait ses chansons en chœur sur scène, dont celle-ci.
il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens. Ça aussi, c'est une chanson que le public reprend en chœur. Trop belle cette chanson. Vous l'avez vue J'adore. sur scène avec le public reprenant en chœur? Alors moi, je l'ai vue sur scène parce que moi, j'ai eu la chance, à l'âge de 15 ans, de faire la tournée avec Edith et Théo en 62. Et donc, j'ai assisté à toutes les répétitions et à tous les spectacles pendant un mois. Sur la Côte d'Azur, sur la Côte Basque. Enfin, je les ai suivis. Et donc, j'ai eu cette joie et ce plaisir et tous ces beaux souvenirs. Alors, je l'ai vu chanter Padam, je l'ai vu chanter tous ces grands succès et c'était magnifique. Oui, et la mais- salle reprenait avec elle. Mais c'est ça, sûr. Padam Padam, elle faisait reprendre à la Ah, salle. bien sûr, bien sûr. Et elle aimait ça, vivre avec le Bien public. sûr. Et elle avait un contact avec le public. Elle parlait au public. D'abord, elle annonçait ses chansons, chose qu'on ne fait plus maintenant Oui. dans les spectacles. Elle annonçait sur des paroles d'eux et sur une musique d'eux. Elle annonçait chaque chanson. Et ce dont je me souviens une fois, c'est que le public, enfin pas, c'était souvent ça. Les gens réclamaient souvent une chanson à la fin du spectacle, et c'était souvent non, je regrette rien. Et Edith allait vers elle, elle disait moi non plus. Elle avait beaucoup d'humour. Oui, tout à fait. Autre date importante dans sa vie, on va l'évoquer dans quelques instants, le 21 septembre 1935. À tout de suite sur Sud Radio avec Catherine Glavas pour évoquer le 60e anniversaire du départ d'Edith Piaf. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité, Catherine Glavas, l'une des sœurs de Léo Sarapo, qui a eu le privilège de connaître Edith Piaf, dont nous célébrons aujourd'hui, en ce 10 octobre, le 60e anniversaire de son départ, à l'occasion de la sortie d'un album Piaf symphonique, avec des chansons qu'on écoute, qui sont des chansons de Piaf, avec la voix de Piaf, mais un orchestre symphonique l'accompagne grâce à la technologie d'aujourd'hui. Et je parle d'une date, le 21 septembre 1935, ce sont ses débuts dans le cabaret dont vous parliez, Catherine Glavas, le Gernis, qui était un cabaret des Champs-Élysées, je crois. Tout à fait, aux Champs-Élysées, c'était Louis Leplay qui avait ce cabaret, et lorsqu'il avait remarqué Edith dans la rue, et lui avait proposé de venir travailler dans ce cabaret, et c'est ça. Tout est parti de là, de toute façon. Elle a eu un succès fou et elle s'est fait connaître. Le tout Paris venait la voir et c'est comme ça qu'elle a démarré. Voilà, il l'a rencontrée dans la rue où elle chantait, d'ailleurs Oui. sous différents pseudonymes. Il y avait Huguette Elias, Denise Jay et Tania. Et il a trouvé la môme Piaf. Voilà, tout à fait. C'est lui qui l'a appelée comme ça. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'elle avait une voix... Parce qu'elle elle papillonnait, elle avait un côté oiseau, donc la môme moineau, mais ça existait déjà le moineau, donc moineau en argot c'était Piaf. Et c'est comme ça qu'elle est devenue la môme Piaf. Et le Gernis, je crois que c'était un petit cabaret en sous-sol. Qui était où Joséphine Becker a ensuite tenu un cabaret aussi. Et c'est vrai que à l'époque, Piaf, je ne sais pas si vous le savez, Catherine Glavas, elle fréquentait les voyous. Elle avait commencé dans la rue avec des gens pas fréquentables. Oui, enfin, c'est une partie de sa vie que je ne connais pas trop et Edith n'en parlait pas. Elle n'en parlait pas. Il faut savoir qu'à l'époque, elle fréquentait des voyous parce qu'elle était dans la rue, il fallait bien vivre. Mais qu'en même temps, ces voyous la respectaient et lui donnaient de l'argent parce qu'ils entendaient sa voix. C'était extraordinaire. Enfin, de toute façon, Edith disait toujours « ma voix m'a sauvée ». Oui. Voilà. Elle, Ça l'a empêché de faire peut-être beaucoup de choses et qui auraient peut-être été néfastes pour elle, mais sa voix l'a sauvée et grâce à cette très très belle voix, elle a pu avancer dans la vie comme elle le souhaitait parce qu'Edith était une battante, elle avait de l'ambition, elle voulait sortir de tout ça, elle voulait avancer et elle y est arrivée. sa voix n'a jamais changé, elle a progressé. Voilà. Elle a travaillé sa voix tous les jours. Ah, elle répétait beaucoup. Elle répétait énormément. Moi, je me souviens, tous les jours, lorsqu'ils étaient boulevard Lannes, lorsque j'y allais, elle travaillait beaucoup sa voix, oui. Elle répétait beaucoup. Il y avait le piano dans le grand salon et elle répétait. Elle répétait avec ses chansons ou des vocalises? Non, avec ses chansons. Moi, je l'entendais répéter avec ses chansons. Et puis autour d'elle, il y avait... à l'époque, il y avait Francis Lay qui l'accompagnait aussi à l'accordéon. Qui débutait. Qui n'était pas encore très connu, mais qui avait déjà... Edith sentait qu'il avait aussi beaucoup de talent.
Et puis il y avait Noël Comaret qui était au piano et elle répétait beaucoup ses chansons. Et parmi les chansons qu'elle répétait, et il y en a une qu'elle répétait pratiquement tous les soirs parce que c'était quelque chose d'important pour le rythme, cette chanson est aujourd'hui un classique aussi que la jeune génération écoute et interprète avec un rythme différent, c'est L'homme à la moto. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de camp, oui, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait Maman, je t'aime. Vous l'avez entendu sur scène chanter cette chanson, Catherine Glavas? Oh, certainement, certainement. Vous savez, j'ai assisté à tous ces concerts pendant un mois. Donc, quelquefois, elle changeait. Mais il y avait les incontournables, hein, de toute façon. Et puis, elle avait aussi des nouvelles chansons que lui avait écrit Francis Lay. Donc, elle avait un répertoire qui était un petit peu nouveau. Elle chantait L'homme à la moto. Oui, je m'en souviens plus mais en même temps, c'est une chanson qui demande un souffle incroyable. Oui. Ah oui, mais elle avait beaucoup d'énergie. Elle chantait sur scène. Il n'y avait même pas d'entracte entre... Il y avait une première partie. Ce qu'on appelait à l'époque une vedette américaine, une vedette anglaise. Ensuite, il y avait l'entracte. Et Edith arrivait, elle faisait son tour de chant complet. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à la vie, elle était très fatiguée. Et dès qu'elle entrait en scène, c'était le miracle. C'était par période. Elle avait des moments de fatigue, mais elle avait des moments où elle était très bien. Elle était en forme, où elle était bien. Moi, j'ai beaucoup de beaux souvenirs avec Edith. Mais surtout sur scène, elle se transfigurait. Ah, mais la scène, pour elle, c'était sa vie. C'était sa vie. Elle adorait chanter. Elle était transportée lorsqu'elle chantait. Et que quand elle entrait en scène, vous aviez vu la différence? Vous la constatiez? Ah, mais son énergie. Oui. Bien sûr. Lorsqu'elle chantait, elle avait une. Mais quand même, moi, je la voyais quand même assez bien. Oui, beaucoup mieux qu'on le prétend la légende. Oui, elle a eu une période peut-être où elle était moins bien, mais moi, mon souvenir, elle était bien. Je la voyais bien. Alors, elle avait un truc, je sais pas si vous le savez, pour rentrer en scène. Elle allait tout droit vers l'autre côté du rideau, et puis au milieu, elle tournait à angle droit pour rejoindre le micro. Ce qui fait que il fallait plus de temps pour rentrer, oui. Et ça permettait aux applaudissements d'être plus nourris. Oui, on fait les applaudissements. Moi, à l'époque, Edith me disait, tu te tiens derrière le rideau. Moi, j'étais pas dans la salle, j'étais derrière le rideau. Et parce qu'elle me disait, dès que ce sera fini, tu restes avec nous. Parce que en tournée, elle avait quand même une grande responsabilité. Je n'avais que 15 ans et mon père m'avait confié à Edith. Elle disait surtout, faut bien la protéger. Donc Edith était très protectrice. Et donc Edith rentrait sur scène, mais lorsqu'elle était devant son micro, les gens applaudissaient, mais ça durait longtemps. Elle pouvait pas commencer à chanter. Je sais pas, c'était pas simplement un tour de scène. Elle attendait. Les gens applaudissaient énormément. Dès qu'elle arrivait, c'était quelque chose d'incroyable. Et elle aimait ça, elle le savourait? Ah oui, je pense qu'elle le savourait. Hein. C'était très agréable pour elle de voir combien le public l'aimait. Et le record, je crois que c'est en 1960, le 26 décembre, quand elle rentre à l'Olympia, alors qu'on la croyait presque au bout du chemin, j'ai eu 16 minutes d'applaudissements debout. Oui. Ah oui, mais les gens étaient debout, applaudissaient et il la laissait même pas commencer à chanter au début, mais même et à la fin. À la fin aussi, voilà. À la fin encore plus. Elle pouvait pas repartir, c'était une autre. Ah oui, c'était tout le temps une autre. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle chantait. Elle se donnait complètement. Elle donnait le tout à son public. Elle adorait son public et elle s'y donnait carrément. Et on sentait qu'elle était heureuse d'essayer de nouvelles chansons, que chaque jour ça pouvait changer en fonction du public, en fonction de l'ambiance, du climat. Elle répétait chaque geste aussi. Mais elle avait ses gestes. Elle avait ses gestes dans Milord, dans la foule. C'était toujours les mêmes gestes. Elle avait ses gestes. Bravo pour le clown et l'accordéoniste. Elle avait tous ces gestes habituels. Et qu'elle avait trouvé, qu'elle avait mis au point. Oui, qu'elle devait avoir depuis longtemps, à mon avis, parce que... Ça faisait partie du show. Je pense, oui. Il y a une autre chanson dans cet album Piaf symphonique, qui est une chanson aussi que le public reprend en chœur régulièrement, c'est Mon manège à moi.
Là aussi, c'est une chanson que le public reprenait en chœur, Catherine Glavas. Je ne me souviens pas, mais en tout cas, l'interprétation est magnifique. Et la nouvelle orchestration dans Mon manège à moi est très belle aussi. Vous savez que c'est une chanson qui est née d'une erreur. En fait, Jean Constantin qui avait deux musiques, une pour un film de Tati, une pour Piaf. Il s'est trompé, il a envoyé la musique de Tati à Piaf et c'est devenu la chanson de Mon manège à moi. Vous en savez des choses. Et c'est vrai que ce public, il y avait tous les âges dans le public de Piaf. Ah oui, tout à fait. Il y avait des jeunes, des anciens, il y avait... Oui, il y avait tous les âges. Mais à l'heure actuelle, tous les âges aiment Édith. C'est ça qui est étonnant. Bientôt 60 ans qu'Édith nous a quittés. Et moi, je me rends compte d'une chose, c'est que non seulement il y a des gens de ma génération, parce que moi, j'ai quand même déjà un âge avancé, eh bien, mais tous les jeunes aiment Édith. Tous connaissent ses chansons. Et même, je connais un enfant qui a 8 ans et qui chante L'homme à la moto. Mais oui. Comment ça s'explique ? Mais parce que les parents écoutent et les enfants, c'est une continuité. Les parents écoutent, les jeunes écoutent, et puis je crois qu'on en parle beaucoup. Je crois que, écoutez, moi je vois bien autour de moi, mes enfants, ma fille et mes petits-enfants, tout le monde connaît les chansons d'Édith. Jean Cocteau, qui était très proche d'Édith Piaf, a dit « Il n'y a jamais eu d'Édith Piaf, il n'y en aura plus jamais ». C'est une belle phrase, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Bien sûr, parce qu'Édith était unique. Et vous vous rendez compte du privilège que vous avez eu ? Mais ça a été un honneur, et vous savez que plus les années passent, c'est-à-dire que lorsque j'avais 15 ans, je la voyais comme l'épouse de mon frère. J'étais admirative. C'était la grande Édith Piaf, surtout lorsqu'on se retrouvait dans des restaurants ou lorsqu'on descendait de l'hôtel pour partir faire un gala. Je voyais les gens, ils étaient tous devant elle, admiratifs. Mais j'avais 15 ans et je me sentais un petit peu à côté d'elle, mais je me rendais pas compte à ce point. Je la voyais comme une personne avec qui j'étais. Par exemple, si j'étais avec elle dans le salon, on discutait toutes les deux. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est un honneur. Et d'ailleurs, c'est un honneur d'être là pour faire. On va continuer à en parler avec une autre date, le 31 octobre 1947. À tout de suite sur Sud Radio avec Catherine Glavas pour parler d'Édith Piaf. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Catherine Glavas, sœur de Théo Sarapo, le dernier mari d'Édith Piaf, l'une des deux sœurs, l'autre étant Christy. On célèbre aujourd'hui 10 octobre les 60 ans de la disparition d'Édith Piaf. Il y a cet album Piaf symphonique qui sort dans 2 jours, qui reprend des chansons de Piaf qu'on écoute avec un nouvel enregistrement accompagné par un orchestre symphonique qui est parti de la voix de Piaf. C'est une prouesse technique. Et une date importante dans sa vie, c'est le 31 octobre 1947, ses débuts à New York. Car il ne faut pas oublier que Piaf a été une star aux États-Unis, Catherine Glavas. Ah oui, elle a chanté aux États-Unis, elle a commencé aux États-Unis en 1947. Mais Édith est très connue aux États-Unis à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire ma sœur qui vit aux États-Unis me dit que qui ne connaît pas Édith Piaf en Amérique. Vous allez dans des endroits, vous entendez ses chansons. Édith a d'une grande notoriété aux États-Unis. Alors il faut savoir que ça a mal commencé. Oui. Parce qu'elle est arrivée au Playhouse et le public a applaudi. Mais le jazz, c'était les États-Unis. Les chansons de Piaf, ça correspondait pas du tout à ça. Oui, ça a été un petit peu difficile, je crois, au début, la première fois. Mais ensuite, d'un seul coup, ça a été un enchantement. Oui, grâce à un journaliste qui s'appelait Virgil Thompson, qui était un critique d'un important journal de New York, et qui a dit, si on laisse repartir Édith Piaf sur cet échec immérité, le public américain aura fait preuve de son incompétence et de sa stupidité. Et ça a tout changé. Du jour au lendemain, elle était dans un cabaret qui s'appelait le Versailles, elle est engagée pour 8 jours, elle va rester 21 semaines. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils attendaient peut-être une chanteuse française avec plus de vêtements. Édith était très simple. Sur scène, elle avait sa petite robe noire. Et tout était dans sa présence et dans sa voix. Et ils attendaient peut-être autre chose. Mais après, ils ont vu quelle voix elle avait. Et ensuite, c'est parti. Elle a eu un succès énorme. Ils l'ont plus apprécié. Voilà. Il se trouve que au début, elle chantait en français avec quelques mots en anglais, mais on disait que quand elle parle en anglais, on a l'impression qu'elle parle en italien. Et il y avait un maître de cérémonie qui traduisait toutes les paroles des chansons pour expliquer le contexte.
Peut-être, oui, ça je ne savais pas. Alors, donc, ça fonctionne, et c'est vrai que les États-Unis, bon, vous n'avez pas connu aux États-Unis, mais ça, elle en parlait des États-Unis, Édith Piaf. Oui, elle parlait des États-Unis, elle parlait du Carnegie Hall, dans lequel elle avait chanté. Et d'ailleurs, malheureusement, au mois de juillet, moi j'étais auprès d'elle et elle nous a quittés en octobre. Mais il était prévu qu'ils prennent le bateau France avec Théo et qu'ils aillent chanter au Carnegie Hall. Elle était encore pleine d'enthousiasme pour partir chanter aux États-Unis. Ça, elle avait envie, ça encore. Oui, c'était prévu d'ailleurs. Ah bon? Et puis, oui, c'était prévu. Au mois d'octobre, ils partaient aux États-Unis. Malheureusement, elle nous a quittés à ce moment-là. Alors, il y a une chanson qui est universelle et que les États-Unis ont adoptée à tel point qu'un cabaret de New York a porté le titre de cette chanson, c'est La vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Alors voilà une chanson universelle, Catherine Glavas. C'est ma préférée. Oui. C'est la chanson qui me touche le plus. J'adore cette chanson. Je sais pas, la voix d'Édith est si belle. Je sais pas, elle vous transporte. Je suis extrêmement, je sais pas, j'adore cette chanson. Elle faisait partie sur scène des incontournables. Ah oui, la foule. La vie en rose, Non je regrette rien, L'hymne à l'amour, ça ce sont les chansons, Émile Laure, ce sont les chansons qu'elle interprétait dans chaque spectacle. Et qu'on connaît dans le monde entier, en Sibérie, on chante La vie en rose en français. Mais je veux bien le croire, parce que elle est vraiment magnifique cette chanson. Alors cette chanson, curieusement, elle l'avait écrite pour une comédienne, Marianne Michel, en 45. Elle avait une spécialité, Édith Piaf, et c'est Aznavour qui me l'a raconté. Dès qu'elle écrivait une chanson pour une femme, elle la reprenait à son compte parce qu'elle ne voulait pas qu'une autre femme la chante. Je ne sais pas si vous le savez. Ah, je savais que c'était Édith qui avait écrit ces chansons, mais je savais pas que c'était pour une autre personne. Oui, Marianne Michel. Et puis, Marguerite Monod a fait la musique qu'elle n'a pas signée. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que Marguerite Monod trouvait que c'était une chose de sirupeux. C'est comme ça qu'elle a demandé à Louis Guy. Louis Guy, le pianiste de service était là, donc il a signé la chanson. Il fallait bien que quelqu'un signe à la SACEM. Et je sais qu'un autre pianiste qui est arrivé quelques semaines plus tard a dit « Oh, je suis arrivé trop tard, sinon c'est moi qui l'aurais signé. Voilà. » Et c'est vrai que Marguerite Monod, c'était un personnage incroyable. Ah c'était une grande compositrice. De toute façon, elle a écrit beaucoup de très belles chansons. Édith, L'hymne à l'amour, c'est elle qui a fait la musique. Et Édith, les paroles. Voilà. Alors, en fait, elles ont fait une centaine de chansons ensemble. Oui. C'était sa meilleure amie. Oui, c'était une grande amie à Édith. Elle adorait Marguerite Monod. Elles travaillaient beaucoup ensemble. Mais vous voyez, Édith, les belles chansons qu'elle a écrites elle-même. Pourtant, elle n'a pas eu la chance de faire de grandes études. Mais avec quel sentiment. Elle était formidable pour chanter l'amour. Elle savait très bien trouver les mots. Elle avait cette qualité d'écrire comme elle écrivait. Mais effectivement, on ne le sait pas toujours, mais elle a écrit une centaine de chansons, d'ailleurs sur des cahiers d'écoliers, avec dans la marge des pensées de Pascal. Et elle écrivait à la main, avec passion, et c'était un travail parce qu'elle était beaucoup plus cultivée qu'on peut l'imaginer. Elle était très cultivée. D'abord, elle était très intelligente, elle était très cultivée, elle savait aller de l'avant, dès qu'elle sentait que ça n'allait, elle disait toujours, lorsqu'on sent qu'on est en bas, il faut tout de suite se remonter. Elle avait une force de caractère extraordinaire. Et puis elle était très cultivée. Moi, je me souviens, elle avait une culture incroyable. Et l'anglais, par contre, elle le parlait très bien. À l'époque où je l'ai connue, c'était bien sûr les dernières années de sa vie. Oui, sa culture était telle qu'elle lisait des livres, et quand le livre lui plaisait, elle l'achetait pour tous ses amis. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez vécu des moments comme ça? Non, je l'ai pas vécu, mais j'en avais entendu parler. Et il y avait beaucoup de livres à la maison, elle lisait? Oui, elle lisait beaucoup, mais déjà Théo lisait énormément. Théo avait une grande bibliothèque parce qu'il était très cultivé. Donc je me souviens qu'il y avait déjà beaucoup de livres à la maison. Alors, il se trouve aussi que la bibliothèque, il y avait des bouteilles de vin qui étaient cachées dedans, mais c'était pas pour elle, parce que contrairement à ce qu'a dit le film sur Piaf, elle ne buvait pas. Moi, je ne l'ai pas vue du temps, parce que je l'ai connue en 60... pendant 2-3 ans. Eh bien, je l'ai jamais vue boire. Ça, c'est aussi une légende. Elle buvait de l'eau, elle était sobre, elle était... Moi, j'ai le souvenir d'une personne qui ne buvait pas. Mais bien sûr, et Aznavour, qui a vécu 8 ans chez elle, me l'a confirmé. Elle buvait du thé, je crois, dans sa loge. Du thé. Voilà. Elle adorait le thé. Moi, je me souviens, elle disait toujours, je voudrais une tasse de thé.
Voilà. Et le vin, c'était pour les copains. Elle en buvait un quart et de vin et c'était fini. Je déjeunais avec eux souvent le midi. Oui. Eh bien, c'était un steak grillé, du riz et puis de l'eau. Hein, Exactement. Voilà. Non, c'est une légende qui a couru à cause du film La Môme, qui est aussi fausse que soi-disant la drogue. Elle ne s'est jamais droguée. Non. Edith ne s'est jamais droguée. Elle a peut-être eu des médicaments qui l'ont aidée à un certain moment parce qu'elle avait des accidents de voiture. En plus, elle avait un problème de polyarthrite. Donc, elle devait prendre peut-être des calmants. Mais moi, je ne l'ai jamais vue droguée. Non. Personne autour d'elle n'a jamais eu qu'une seringue à la main. Ah, non. Et cette légende est insupportable. Non. Alors, vous parlez d'une chanson aussi qui est très importante dans sa vie, bien sûr. C'est l'hymne à l'amour. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps trémira sous tes mains, demain les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Avec un orchestre symphonique de 30 musiciens, ça a de la gueule. Hein. C'est magnifique. Est-ce que vous savez qui a écrit les 2 premières paroles de la chanson? De l'hymne à l'amour? Oui. C'est Charles Aznavour. Ah oui? Il me l'a dit. Il habitait chez Piaf à l'époque. Oui. Et il a dit le ciel bleu sur nous, etc. Oui. Elle a dit ça, c'est très bien. Elle a écrit la chanson à la fin. Oui. Elle l'a fait lire à Aznavour, qui lui a dit ta chanson, c'est un hymne à l'amour. Elle dit très bien, ce sera le titre. Ah, bah, écoutez. Il n'a pris aucun droit, mais cette chanson est devenue... Très gentil, Charles Aznavour. Oui, c'est devenu universel, cette chanson. Oui, magnifique. Et sur scène aussi... elle l'a chanté à chaque fois. Avec la même émotion. Avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de... De toute façon, Edith chantait très bien l'amour. Voilà. Et alors, cette chanson, bien sûr, elle est liée à Marcel Cerdan. Oui. On a dit qu'elle l'avait écrite pour Marcel Cerdan, ce qui est faux. Non, puisqu'elle l'a écrite bien avant son décès. Exactement. Et le décès de Marcel Cerdan d'un accident d'avion, ça l'a profondément touchée. Oui, elle a été très malheureuse. Surtout que c'est elle qui lui avait demandé, je crois, de prendre l'avion pour aller la rejoindre plus rapidement, ne pas prendre le bateau. Et puis malheureusement, il y a eu ce drame qui a bouleversé sa vie, c'est sûr. Et je pense aussi que ce drame est à l'origine de sa polyarthrite. Ah, ça, je ne sais pas. Parce qu'elle est tombée malade à en crever, parce qu'elle s'est sentie coupable. Elle a certainement été très, très malheureuse. Ah oui, mais c'est une chose que tous ces témoins m'ont dit. Pendant 2 ans, elle a été vraiment presque enfermée. Mais bien sûr, mais c'est normal. Lorsqu'on perd quelqu'un que l'on aime, c'est très très dur. Il faut quelques années pour s'en remettre. Surtout Marcel Cerdan, et la légende est là. Oui. Et puis il se trouve aussi que un jour elle est en Amérique du Sud et elle entend dans une discothèque une mélodie. Oui. Elle achète les droits, hein. Et cette mélodie, elle rentre à Paris, elle demande à Charles Trenet d'écrire les paroles françaises. Il n'y arrive pas. Elle appelle un jeune auteur, Michel Rive-Gauche, qui lui téléphone à 3h du matin et elle prend la chanson immédiatement. Cette chanson, c'est La Foule. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule qui s'élance et qui danse. Sur scène, ça devait être fabuleux, la foule. C'était magnifique. Puis alors, elle dansait en même temps, oui. en chantant la foule, surtout au moment du... de la reprise. Voilà. Elle dansait. Elle dansait, elle tournait, elle dansait sur scène. Et c'est avec une force même. Ah, magnifique. Oh, la foule. Dès que j'entends l'orchestration, moi je revois Edith devant moi sur scène en train de danser. Elle dansait sur scène. Mais elle répétait chaque jour pendant 3 heures avant le spectacle. Mais elle répétait. De toute façon, il y avait les répétitions. À chaque fois par exemple, si elle chantait à Cannes, il y avait des répétitions à Cannes. Si elle chantait à Nice, moi, je sais que je faisais la tournée avec eux. Donc, toute l'après-midi, elle était. Puis alors, elle s'occupait de tout. Les lumières, elle disait non, les lumières, je les veux comme ça. Elle était très, très impliquée dans son. Oui, mais c'est rare. En général, les chanteurs viennent, une fois que c'est répété, c'est répété. Elle, non, mais ça durait un petit moment. Hein. On y passait l'après-midi. Et ça, le spectacle pouvait changer complètement parce qu'elle avait envie de changer une chanson. Non, mais elle avait quand même une équipe autour d'elle qui connaissait ses goûts, donc elle savait très bien ce qu'elle voulait, mais elle rajoutait toujours un petit quelque chose qu'elle souhaitait. Surtout dans les lumières, ou dans le son, ou dans le...
elle participait très très bien à son tour de chant. On va continuer à parler d'Édith Piaf avec la date d'aujourd'hui, le 10 octobre 2023. À tout de suite sur Sud Radio pour parler d'Édith Piaf avec Catherine Glavas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Catherine Glavas, l'une des sœurs de Théo Sarapo, avec Christy, l'autre sœur, nous célébrons aujourd'hui le 60e anniversaire de la disparition d'Édith Piaf, 10 octobre 2023, 10 octobre 63, alors que la légende au départ a prétendu qu'elle était décédée le 11 de Catherine Glavas. C'était totalement faux. Oui, c'est-à-dire que Édith est décédée à Mougins, pas à Mougins, mais à Place Cassier. Et Théo l'a ramenée toute la nuit. Il n'a pas voulu l'annoncer parce qu'il estimait que Édith appartenait à Paris et donc il fallait qu'elle soit à Paris. Et donc le pauvre, toute la nuit, il était dans une ambulance avec Édith. Ça a été très très dur pour lui aussi ce moment-là, parce qu'il l'a ramenée et il a annoncé son décès. Il l'a ramenée, il l'a mise dans son lit boulevard Lannes et c'est comme ça qu'il a annoncé son décès. Et il avait suivi jusqu'au bout dans la maladie. Ah oui. Théo a été un homme admirable. Alors, justement, Théo Sarapo, qui était votre frère, il arrive chez Piaf un jour, mais par hasard, amené par un copain. Mais oui, il était avec un ami en boîte. Et Théo habitait chez mes parents, mais on habitait en dehors de Paris. Donc, il prenait son dernier train qui était à 1h du matin. Et là, il avait loupé le train. Et cet ami lui dit, tu sais, dis-moi, je vais chez Édith. Et si tu veux, tu viens avec moi et tu prends ton premier train à 5h du matin. Et Théo était quand même très discret, il s'est mis dans un petit coin, mais il était admiratif d'Édith puisqu'il l'avait vu sur scène. Et là, il se met dans un petit coin et ensuite, à 5h du matin, il s'en va. Et Édith dit à son ami, il était bien ton ami que tu as amené, il était très beau, mais j'ai pas entendu le son de sa voix. Mais j'aimerais bien entendre le son de sa voix. Et c'est comme ça qu'elle a invité Théo à dîner après, le lendemain, avec d'autres personnes, et comme ça qu'ils ont fait connaissance. Il s'appelait à l'époque Théophanis Lamboukas. Voilà. Et c'est elle qui a trouvé Théo Sarapo ? Oui, parce que Sarapo veut dire je t'aime en grec. Voilà. Et ça a été vraiment un coup de foudre immédiat. C'est-à-dire c'est une rencontre, ce qu'on appelle une rencontre. Parce que Théo devait partir à l'époque, il était coiffeur, oui. Il devait partir, il travaillait chez Elisabeth Arden, il devait partir à New York, il devait signer ce contrat dans les 10 jours qui suivaient et il est pas parti. Et il est entré dans la vie d'Édith et il y a eu ce fameux mariage. Alors moi, Hugues Vassal, qui est le photographe, m'a raconté un jour qu'il arrive donc à Mougins. Édith est là, il était toujours en quête de scoop. Et Édith d'ailleurs, elle était très forte. Dès qu'elle avait un scoop, elle moyenne en finance, elle téléphonait à France Dimanche, elle disait voilà, il m'arrive ça. C'était vrai, c'était faux. Ça rapportait de l'argent, elle en avait toujours besoin. Et donc Hugues Vassal la regarde, lui dit t'as quelque chose ? Elle regarde Théo, elle dit on annonce qu'on se marie. Ça a surpris tout le monde. Parce que ce mariage, personne ne l'attendait. Catherine Glavas. Non, moi j'ai su au mois de juillet, c'était au mois de juillet, oui. Ils l'ont annoncé au mois de juillet. C'était très bien. Moi j'étais ravie. D'ailleurs, ils ont eu un très beau mariage au mois d'octobre. En l'église grecque orthodoxe à Paris, rue Georges Bizet, il y avait énormément de monde et c'était une très belle journée. Édith était radieuse, elle était belle, elle était amoureuse, Théo aussi. Ils s'aimaient énormément tous les deux et vraiment, c'était comme un conte de fées pour elle, parce qu'elle disait toute ma vie j'ai attendu de rencontrer un homme comme Théo, parce que Théo était délicat, il était attentionné. Il avait beaucoup de qualités. Oui, et ce mariage, il y avait de tout Paris était là, ce mariage. Il y avait énormément de monde. Ils se sont d'abord mariés à la mairie du 16e, et à la mairie du 16e, c'est à peine si on a pu rentrer, tellement la foule était là. Et lorsque le mariage a été célébré, tous les gens criaient en bas, au balcon, comme des personnalités, comme des princes. Et vraiment, ils sont sortis au balcon, ils ont été applaudis. C'est là qu'on a vu combien les gens aimaient Édith, combien ils étaient heureux pour elle de voir qu'elle avait vraiment quelqu'un qui l'aimait profondément à côté d'elle. Oui, et ensuite, il y a eu la messe à l'église, et là, il y avait un monde fou aussi. Oui, l'église orthodoxe, parce qu'il était grec. Et nous sommes français d'origine grecque, mais de religion grecque orthodoxe. Mais c'est chrétien, c'est pareil. Et Édith a accepté ce mariage. Oui, parce que c'est pareil, catholique et orthodoxe, c'est à peu près la même chose. Voilà. Et c'est vrai qu'elle a dit de Théo, j'ai toujours eu, j'ai pas besoin qu'on l'appelle, à l'inverse des autres hommes, il est toujours là.
C'est-à-dire que il était très près d'elle, il était très présent, il était près d'elle. Si Edith avait un souci de santé, qu'il fallait qu'elle soit hospitalisée pour une raison ou une autre, il prenait un lit dans la chambre à côté d'elle. Moi, je sais qu'il il était très présent, très aimant. Alors, le mariage a fait scandale parce qu'il était beaucoup plus jeune qu'elle. Oui, ils avaient 19 ans d'écart. Et alors, ça fait scandale. Donc, à l'époque, tout le monde disait, il est trop jeune. Mais vous savez, je crois qu'ils étaient tellement heureux tous les deux que peut-être que ça leur faisait de la peine quelque part, mais ils se sont beaucoup aimés. Et moi, j'ai le souvenir de 2 personnes qui s'aimaient énormément. Et c'est vraiment très beau. Oui, mais elle était touchée par ce scandale, Edith, ou elle s'en fichait complètement? Je sais pas. Et Théo? Je sais pas, je peux pas vous dire. Non, ils gardaient ça pour eux. Je sais pas, moi Il s'occupait de tout à la maison. Comment? Il s'occupait de tout, Théo. Il était très attentionné, il était près d'elle, mais ils aimaient beaucoup être tous les deux. Ils passaient des soirées tous les deux tranquilles à la maison. Edith, elle brodait. Elle avait une tapisserie qu'elle brodait. Théo faisait de la photo. Ils étaient heureux. Voilà. Et puis un jour, il s'est passé ce qui s'est passé. Oui, il est monté sur scène. Non, avant, il est monté sur scène. Écoutez. Moi, j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Alors c'est quand même extraordinaire parce que quand on voit Théo Sarapo sur scène où Edith l'appelle Théo viens, et qu'après elle est comme un enfant en le regardant, en faisant semblant de chanter les chansons pendant qu'il l'interprète, c'est étonnant. Oui, elle était très, très, très protectrice et très amoureuse et très admirative. Et c'était réciproque des 2 côtés. Elle l'obligeait à chanter ou il était volontaire? Non, mais Théo aimait chanter. Oui. Théo aimait chanter, même très jeune, il chantait pour son propre plaisir. Mais ensuite, paraît-il qu'elle l'a fait beaucoup, beaucoup travailler. Et ça, on sent qu'il a travaillé. Ah oui, elle l'a fait beaucoup travailler. Vous avez assisté à des répétitions entre Théo et Non, là, je ne m'en souviens pas. Moi, je suis partie en tournée avec eux, donc Théo avait déjà travaillé et il faisait la vedette américaine et Edith ensuite elle faisait c'était la vedette. C'est-à-dire que Edith regardait Théo sur scène depuis les coulisses et réciproquement. Voilà, c'est ça. Il la regardait comme ça, il veillait à tout s'il y avait un problème. Ah oui. Il était extrêmement délicat, extrêmement toujours présent. Toujours présent. Et avec discrétion. Avec discrétion, présent et très, très attentif au moindre à tout ce qu'elle aurait souhaité avoir. Et les derniers mois d'Edith, il vous en parlait Alors moi, je suis allée en vacances avec eux, avec mes parents, parce qu'elle adorait mes parents. Elle a rencontré mes parents et elle adorait mes parents. Et c'est une famille. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est, elle disait à mon frère. Et là, elle dit, j'ai vraiment trouvé ma famille. Elle prenait ma mère par la main, mon père par la main. Et elle adorait mes parents. Elle disait, tous les dimanches, je viendrai déjeuner chez vous. Et elle venait tous les dimanches. Et si je peux pas venir, vous viendrez, vous, Boulevard Lannes. Et la dernière année de sa vie, Théo avait loué une maison à Saint-Jean-Cap-Ferrat, justement, pour qu'Edith se repose, pour pouvoir partir ensuite, en octobre, faire la traversée pour aller chanter au Carnegie Hall à New York. Et puis, Edith avait souhaité que mes parents soient là et que nous, on soit là. Donc, on était tous en famille. Voilà. Et je pense que Théo aurait aimé cette chanson aussi. Elle ne concerne pas, elle concerne Cerdan, mais finalement, elle concerne pour Théo le départ trop rapide d'Edith. Mon Dieu, oh oui, mon Dieu, laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Il faut savoir que Edith Piaf dépensait beaucoup d'argent, qu'après sa mort, il y avait des dettes et que Théo Sarapo a tout réglé, Catherine Glavas. Vous en êtes le témoin. Je le sais. Je sais que lorsqu'Edith est décédée, il y avait des dettes. Parce que Théo ne voulait pas du tout se mêler de son argent. Donc, à sa mort, on lui a annoncé qu'il avait plein de dettes. Et il a fallu qu'il rembourse toutes les dettes. Alors, il partait chanter à l'étranger. Parce que sinon, dès qu'il chantait en France quelque part, il était saisi. Voilà. Il fallait bien vivre. Donc, il fallait bien qu'il arrive à
subvenir à sa vie après. Et il y est arrivé à payer toutes les dettes. Et là, oui. Et ensuite, il voulait reprendre sa carrière en France. Il a tourné un film d'ailleurs avec Yves Boisset, Oui. qui est sorti malheureusement au mois d'août, juste après sa mort. Et malheureusement, sa vie était trop courte et il nous a quittés lui aussi. À 34 ans. 7 ans après la mort d'Édith. Dans un accident de voiture, je Voilà. crois. Une voiture qui est rentrée dedans à Une Limoges. voiture qui est venue carrément se rentrer dedans. Quelqu'un qui était ivre, paraît-il, et qui est venu et qui a doublé sans visibilité. On a dit qu'Édith l'avait rappelé. C'est ce qu'on raconte, ça fait partie des légendes. Il y a aussi un autre homme qui a compté dans la vie d'Édith, il y a eu beaucoup d'hommes dans la vie d'Édith, et je pense que c'est le seul qui l'ait quitté. Et il l'a quitté, et d'ailleurs Édith a conservé sa photo dans son sac tout au long de sa vie. Et oui, c'est celui qui a écrit cette chanson. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si pour moi dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur Georges Moustaki a écrit cette chanson un jour. Vous l'avez rencontré, Moustaki? Non, moi je n'ai pas rencontré. Mais cette chanson, c'était aussi un classique pour C'est un gros succès, un gros succès. Milord a beaucoup de succès sur scène. Je me rappelle, elle le chantait. Elle avait les gestes de la chanson, voilà. Et il se trouve qu'en fait, Marguerite Monod a composé 2 mélodies. Édith en choisit une, Moustaki préfère l'autre. Et comme elle l'aimait, elle a choisi l'autre. Oui. Et puis, c'est comme ça que la chanson est devenue un classique. Ah oui, Milord a énormément de succès. Et puis, il y a cette chanson qui terminait tous ces concerts et qui va terminer notre émission. C'est bien sûr le classique des classiques aussi. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Elle ne regrettait rien de sa vie en fait, et cette chanson, c'est une chanson magnifique. Et c'est un souvenir que j'ai. Maman adorait cette chanson. Et un jour, elle dit à maman, chez nous, dans notre maison, elle était venue à déjeuner un dimanche, et elle dit à maman, quelle chanson tu voudrais que je te chante? Et maman lui dit, non, je regrette rien. Et elle s'est mise dans notre salon, comme ça, a cappella, et elle a chanté Non, je regrette rien dans la maison, vous savez. Dommage, à l'époque, on n'avait pas de portable pour la filmer, mais parce que vraiment là, c'était magnifique. Comme ça, sa voix avait envahi toute la pièce. Et quand vous avez entendu cet album, vous avez reconnu sa voix? Tout à fait. J'avais l'impression qu'elle était à côté de moi. C'est étonnant, parce que c'était tellement présente dans votre vie, même si vous avez 15 ans. Ah oui, mais inoubliable. 15 ans, on a beaucoup. J'ai tous les souvenirs comme si c'était hier. Et cet engouement, il est éternel pour Édith Piaf, à votre sens? Ah oui, moi je pense. Je pense qu'Édith, elle sera éternelle. Parce que de génération en génération, quelle est la jeune personne qui ne connaît pas La Vie en rose, qui ne connaît pas La Foule? Et puis on parlera toujours d'Édith. Il y aura toujours quelque chose pour parler, parce qu'il y a sa voix, mais il y a sa personnalité aussi. C'était une femme tellement importante en elle, tellement chaleureuse, elle avait tant d'amour, et puis tant de force. Elle montre aussi qu'on peut arriver d'un milieu très défavorisé et devenir une grande personne comme elle l'était devenue, parce qu'elle avait énormément de talent, mais en même temps, elle avait une grande culture et elle avait une grande personnalité. Oui, et puis le sens des chansons. Quand Charles Dumont a chanté cette chanson pour la première fois, elle lui a dit « Tu vas gagner beaucoup d'argent avec cette chanson ». Oui. Elle avait raison. Ah oui. Il y a cet album qui sort donc, Piaf symphonique, avec 12 chansons de Piaf, 12 classiques réorchestrées et avec un orchestre symphonique de Londres. C'est une façon de toucher les jeunes aussi. L'orchestration est très belle. Vraiment, c'est très très beau. Vraiment, moi je l'ai écouté et vraiment, c'est extrêmement touchant. C'est une très belle orchestration. Puis c'est beaucoup plus actuel, bien sûr. Bien sûr, c'est actuel, mais en même temps, Édith Piaf est éternelle. Vous en parlez si bien, Catherine Glavas. Oui. qu'on n'a pas fini d'en parler. Merci d'être venu pour cet anniversaire. Je vous remercie de m'avoir invité. Et à très bientôt. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.